Bonsoir à tous et bienvenue dans notre buffet froid. Toujours Fred, Toujours Léo et Elsa. qui a accepté de se joindre à nous ce soir pour ce nouvel épisode de la saison 2. nous avons commencé la soirée par un joli buffet. J'espère qu'il vous a plu. Enfin, vous n'avez pas partagé, mais Non, les auditeurs n'ont pas partagé, mais nous, ça nous a plu, oui. Tout à fait. Léo et Elsa, pas vous. Non, il a comprends encore mis les petits plats dans les grands, il faut bien lui reconnaître ça. Et de quoi ce soir on va parler? Eh bien, ce soir, on a décidé qu'on parlerait de rêves et de cauchemars, puisque nous rêvons tous ou presque. Ou presque. Ou pas. On peut. Est-ce que tu rêves, Elsa? Ça m'arrive. Mais Tous les finalement, jours? Non, je crois pas. Assez peu au final. Tu dirais En tout que... cas, je dirais que je m'en rappelle assez peu. Ou je me rappelle plutôt des rêves, des cauchemars peut-être. Ah, des Plus que cauchemars. des rêves, Est-ce que tu cauchemardes plus que ce que tu ne rêves? je pense. Ah, Mais est-ce que tu as un exemple en tête et notamment, est-ce que tu pourrais dire, situer à peu près dans le temps, le dernier rêve dont tu te rappelles? Le dernier rêve dont je me rappelle, je pense que c'était il y a assez peu de temps et c'était un rêve du travail. super. super rêve. C'est Alors, même un plutôt un cauchemar, voilà. Plutôt le cauchemar. Donc plutôt lié au stress, je pense quand même, et aux émotions vécues dans la journée qui a précédé. Et c'était un rêve plutôt terre à terre ou c'était Très plutôt basique, fantastique? très cartésien, un stress de réunion, celle où on arrive sans les papiers, le bon document, le bon sujet, le mauvais jour, Le cauchemar, quoi, le absolu. cauchemar absolu. Et est-ce que tu t'en es donc souvenu le matin? Tu l'as noté? Tu l'as pas noté ou... Alors, je m'en suis souvenu le matin, et le problème c'est que je les note pas et que je les oublie quand même assez vite. Donc aujourd'hui, j'aurais du mal à revenir dans le détail sur celui-ci en particulier, donc je me rappelle le sujet. Et voilà. Après, j'ai eu des rêves récurrents, des cauchemars récurrents. Maintenant, je me rappelle plus. Il y a plus longtemps. Ah, est-ce que tu peux nous parler d'un de ces cauchemars récurrents peut-être? Déjà. Oui, je me rappelle très bien quand j'ai eu ma petite sœur. J'ai fait pendant très longtemps un cauchemar récurrent où je laissais tomber. Un cauchemar assez affreux. Je pense que c'était lié au stress de mes parents qui, voulant bien faire, devaient me répéter: attention, ne fais pas tomber ta petite sœur quand tu la prends dans Quel tes âge tu bras. avais à ce moment-là? Et bien, je devais avoir, on a 4 ans et demi, presque 5 ans d'écart, donc j'étais déjà assez grande. D'accord. Je devais avoir 6 ans ou 7 ans peut-être. Je me souviens très bien de ce cauchemar, où je la faisais tomber, et où on était réunis très tristes sur le balcon. Je sais pas pourquoi le balcon. Est-ce que tu l'as fait peut-être tomber du Non. balcon? Non, c'était peut-être pas le meilleur endroit où aller avec un bébé C'est dans les ça, bras. c'était pas une bonne idée. Et voilà, je me souviens très bien de ce cauchemar, donc voilà, il y a des phases de cauchemar récurrents. Vous avez peut-être vu aussi cette vidéo de Michael Jackson qui secouait son Peut-être. enfant sur le balcon Sur le là. balcon. Ouais. Mais ce cauchemar, tu le faisais à quelle fréquence? Jusqu'à J'ai quand? dû le faire régulièrement, jusqu'à ce que j'en parle. D'accord. Et que, ma mère avait une technique où elle te disait: il faut parler du cauchemar ou du rêve pour l'évacuer. Je Elle me disais: avait c'est vrai. raison. Et tu te réveillais de ton cauchemar ou tu te réveillais naturellement et tu savais que tu Ça, avais je saurais pas te cauchemardé? dire. Ça, je ne sais pas. D'accord. Sueur froide. Oui, c'est ça. Bon. Alfred, toi, tu vas nous parler des cauchemars, ou des rêves du moins sous un versant un peu différent alors. Oui, moi je vais commencer par là où les définitions du rêve. Parce que je trouve que c'est toujours un bon moyen de commencer. Et après, je vous ferai une petite anecdote personnelle juste après. Donc, moi, je me suis pas tracassé, je suis allé voir le dictionnaire déjà, c'était plus simple. Hein. C'est un bon début. C'est un bon début en général. Donc, c'est un nom masculin qui, entre guillemets, est une suite de phénomènes psychiques, d'images en particulier, se produisant pendant le sommeil. Mais c'est aussi la construction de l'imagination à l'état de veille, destinée à échapper au réel et à satisfaire un désir. La première définition, elle pourrait être un rêve onirique, c'est-à-dire des images d'un rêve qu'on fait, voilà. Quant à la seconde, ça serait la poursuite d'un rêve. Mais quand on dit ça, a-t-on tout dit? Eh bien moi, je vous dis que non. Mais prouve-le maintenant. Eh bien, les rêves ne sont pas que ça. Il y a tout un univers onirique ou pas autour de ce mot. Pour ma part, je vais commencer par une petite anecdote personnelle. Je rêve beaucoup et mes rêves sont toujours, et je vais le dire, assez saisissants, très intenses. Je m'intéresse aux rêves depuis un certain événement nocturne en particulier. Je vais vous planter le décor. J'ai 14 ans, ma chambre, des lits superposés, mais en L, donc une nouveauté que ma mère nous avait gentiment offert à mon frère et moi. Mon frère était plus là.
Donc voilà, je me réveille en pleine nuit et je peux plus bouger, je peux pas avancer, je suis encore un peu à demi endormi. Et le temps que je prenne conscience de ce qui se passe, je me mets à hurler et j'appelle donc ma mère. Oui, on a toujours besoin de sa mère, maman. quel que soit l'âge, quel que soit l'âge. J'étais sûre que tu allais me dire ça. Mais on a toujours besoin de sa mère. Donc elle arrive en trombe dans la chambre et elle allume la lumière et me voilà moi debout, coincé entre le matelas et le bord du lit, mais c'était le lit du haut. Donc j'étais tout droit en fait et j'étais coincé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux rêves et à leur signification, mais aussi au cauchemar, parce que en fait là j'avais fait plutôt un cauchemar. Et j'ai encore une petite anecdote. Non, mais attends, on veut savoir ce que c'était que ce cauchemar qui non. t'a pris en sandwich entre ton matelas et Je vais lui, vous hein. le dire parce que c'est en lien avec l'autre anecdote. J'ai aussi une anecdote. Mes parents nous amenaient faire du camping régulièrement, donc on passait 2 mois au bord de la mer. C'était sympa pendant juillet et août. Et un jour, je me suis mis à hurler pendant mon réveil, pendant mon sommeil. Et du coup, tous les voisins sont venus toper à la caravane de ma mère. Et ma mère, très gentille, leur a dit d'aller se recoucher parce que comme j'ai des rêves assez réguliers et des cauchemars assez réguliers. Vous feriez mieux de vous habituer, les amis. Eh ben, c'est un peu ce qu'elle leur a dit. Donc voilà. Et du coup, ça passe vite. Et du coup, mon rêve, la récurrence, c'était que quelqu'un me tuait et que je m'enfuyais en courant tout le temps. Alors là, il essayait de te tuer. Oui, on essayait de me tuer dans mon rêve. Mais ce que je veux dire, c'est la nuance que je souhaite apporter, c'est que donc il te tuait pas, tu te voyais pas te faire tuer. Non. Tu savais que quelqu'un avait cette intention de te tuer. C'est ça. Et moi, je fuyais. Donc, d'où ma présence entre le lit et le matelas, parce que je me suis levé pour m'enfuir en fait. Et donc voilà. Donc ça, c'était mon rêve récurrent quand j'étais ado. Je l'ai fait pendant très très longtemps. Chambre et tu le faisais aussi au camping. Je le faisais au camping, je l'ai fait dans plein d'occasions d'ailleurs. Vraiment pourchassé par ce rêve. En tout cas, c'est un rêve que je faisais comme le tien, Elsa, que je faisais très régulièrement. Et tu l'as analysé, tu as su pourquoi ce rêve? Alors oui, j'ai su pourquoi ce rêve, mais je vous le dirai peut-être. Je sais pas si je vais en parler ce soir, parce que c'est assez compliqué. Mais t'as attisé notre curiosité. Il y a une notion de mystère qu'on a envie d'éclaircir. Alors, je vais essayer d'être bref et pas tomber dans le mélo. Ma mère a vécu un événement assez traumatisant. Et très traumatisant, elle a été témoin de meurtre en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai fait ce rêve à partir de l'âge au moment où elle a eu cet événement dans sa vie. Je l'ai fait pendant très très longtemps et j'ai dû quand même travailler sur moi et aller voir quelque temps un professionnel pour pouvoir évacuer ce rêve et ce traumatisme en fait. Ça se comprend complètement. Donc voilà. Donc du coup c'est devenu assez récurrent et puis je pense que je fais un petit transfert sur ma petite personne puisque étant ado, on est des fois un peu égocentré. La question que j'aimerais te poser par rapport à ça, tu as été au courant au moment de tes cauchemars que ta mère avait été témoin comme ça de meurtre? Ah oui, ça a été. Alors je l'ai fait à partir de l'âge de 11 ans. Et ma mère a vécu ça, j'avais 9 ou 10 ans. Donc, et j'ai commencé à ce moment-là à avoir des nuits agitées. Je posais la question parce que c'est une question qui peut paraître idiote, parce qu'on se dit c'est logique qu'il l'ait su, sinon il fera pas ce cauchemar. Mais des fois, l'inconscient collectif ou même les non-dits et les enfants ont aussi un versant très très émotif, très instinctif, qui leur permet de percevoir ce qui n'est pas dit justement, ce qui est invisible. Et peut-être que c'était ça qui se serait retranscrit, mais l'explication est tout autre. Non, j'étais bien au courant et c'est vrai que ça a été compliqué après parce que j'ai fait des rêves assez forts en fait et souvent je me réveillais quand j'étais ado, j'étais très fatigué de mon sommeil, donc il a fallu aller à un moment donné consulter. Bah, si tu partais en courant toutes les nuits, ça devait être épuisant. Ce que je conseille. J'avais aussi alors pas toutes les nuits quand même, mais j'avais beaucoup de mouvements de jambes en fait, comme si je courais souvent dans mes rêves. Donc du coup j'avais fort mal aux jambes quand j'étais jeune. D'où son surnom de la grenouille.
C'est ça, exactement. Mais je vois, vous n'avez jamais vu mes jambes, cher auditeur, mais j'ai des jambes super belles grâce à ça. Si vous le voyez au camping de l'été au mois de juillet et d'août, alors vous dormirez pas trop parce qu'il se mettra à hurler, mais par contre vous pourrez admirer ses mollets. Exactement, et mes cuisses. Et ce qui est intéressant, c'est que dans vos anecdotes à tous les deux, on perçoit le rêve comme vraiment un miroir, un écho de ce que vous avez pu voir ou entendre au quotidien. Oui. D'angoisse un peu. Alors, soit de l'angoisse ou soit une envie non déclarée aussi. Bah là, c'est quand même, ça retranscrit de façon assez claire vos angoisses par des éléments a priori très factuels. Toi, tu rêves de la réunion et le stress que ça peut créer. Et toi, il y a eu une histoire de meurtre, et ben tu rêves qu'on veut t'assassiner. Donc c'est quand même finalement assez terre à terre. Oui, je pense que le rêve ou le cauchemar, c'est un peu aussi le miroir de nos angoisses et ça traduit quand même une certaine psyché qu'on a à un moment dans sa vie ou une peur peut-être de ne pas réussir une réunion pour x, y raison. Une forme d'exutoire. C'est ça. D'évacuer ces mauvaises pensées, ces mauvaises ondes. Et je pense que c'est salutaire d'avoir ce genre de rêve parce que quelle que soit la chose qui te stresse, ça permet d'évacuer peut-être certaines choses. Et d'atteindre la catharsis, comme dans la tragédie grecque, ou dans le cinéma, ou la littérature, ce moment où tout culmine les émotions pour que le spectateur se dise « Ah, ce moment, je l'attendais, il fallait que ça sorte et ça y est, c'est sorti. » Comme dirait Shrek, il vaut mieux que ce soit dehors que dedans. Dehors que dedans, ouais. Mais je trouve que tu as deux références très justes. Parce que je sais pas ce que Shrek vient de faire, cher auditeur. Il faut savoir alterner les registres. C'est vrai. Mais cette citation de Shrek, je la sors un peu à toutes les sauces. Je trouve qu'elle est tellement celle-là, elle est à propos, celle-là. Elle est à propos quasiment tout. Elle est à propos aujourd'hui. Est-ce que toi, Léo, tu fais des rêves ou tu as des rêves récurrents comme Elsa et moi, on a... Alors, je dirais que c'est assez difficile d'évaluer la fréquence à laquelle on rêve réellement. Par contre, je me rappelle assez régulièrement de mes rêves. Et avec des images très précises de ce que j'ai vu. Comme si le film se déroulait encore devant mes yeux au moment du réveil, à tel point que je peux décrire facilement ce qui s'est passé. C'est souvent dans des registres assez fantastiques, action, avec des poursuites, mais des poursuites élaborées. Ça se passe. Je me rappelle d'un rêve que j'ai fait. Alors celui-là, je pense que ça date d'il y a 2-3 ans à peu près. Ça commençait dans une église, mais qui se trouvait dans un pays asiatique. Je pense que ça devait être, je crois que c'était la Thaïlande ou l'Indonésie, de ce dont je me rappelle du rêve. Et alors je montais aux étages et j'étais dans une poursuite. Alors à la fois je poursuivais quelqu'un et j'étais pourchassé par quelqu'un. Et on se retrouvait à sortir le long des échafaudages qui étaient contre les murs de l'église. Il y avait une scène d'action, on se battait sur les échafaudages et tout. Mais comme un agent secret. Mais comme je l'ai souvent évoqué, j'ai une passion pour le cinéma d'action asiatique et le cinéma asiatique en général. Donc c'est pas très étonnant. Et un peu plus tard dans l'épisode, je donnerai une explication qui relève un peu du champ scientifique, qui peut expliquer pourquoi certains types de personnes sont plus prédisposés à faire des rêves comme ça intenses et qui sont sur un versant qui relèverait plus de la fiction, et d'autres vont faire des rêves plus terre à terre, plus en lien avec leur journée, plus en lien avec le quotidien. D'accord. Donc oui, ça m'arrive régulièrement, mais moi c'est quasiment toujours sur ce registre-là. Et quand je fais des cauchemars, c'est des cauchemars très très intenses. L'an dernier, j'ai fait un cauchemar qui était assez traumatisant, où il y avait quelqu'un de mon entourage. Alors, on était dans une grande rue. Il y avait des voitures qui étaient arrêtées au milieu de la rue des deux côtés, et il y avait grosso modo une guerre de gang à laquelle je participais. Très élaboré. Je fais pas partie d'un scénario exactement. Et donc il y avait un affrontement et tout, et tout à coup j'entendais des cris et je me disais on veut s'en prendre à cette personne de mon entourage, et donc je me retournais et je voyais la personne en question qui était allongée dans la rue, décapitée, les membres sectionnés, etc. Mais avec vraiment le détail de l'hémoglobine, etc. Donc c'est un rêve vraiment où j'ai été réveillé en
cauchemar, hein. Réveillé en sursaut, avec les larmes aux yeux et tout, c'était assez traumatisant quand même, hein. Et d'ailleurs, je revois les images de façon assez vive, là, en parlant. Et comme je le disais, ça remonte à facilement à 1 an, et je suis encore en mesure de revivre les choses comme ça. Alors que moi, je me souviens pas, hein, je me souviens du gros du rêve, mais pas de plein de détails quand même à ce point-là, hein. Moi non, hein, moi je sais que dès que je me réveille, si je ne note pas ou si je vais pas voir sur mon téléphone comme là, tu vois, je rêvais de mon petit chien hier, j'ai rêvé de mon petit chien et si j'avais pas regardé la signification, et c'est parce qu'on faisait le podcast que ça m'a donné envie, hein, parce que sinon je serais pas allé, mais au bout d'un moment, au bout d'une minute, même 30 secondes, j'oublie. Tu vois, si je les note pas, j'oublie. C'est la même chose pour moi. À part si vraiment il est marquant, je crois que je les retiens pas. Alors, je les note pas, mes rêves. Je l'ai fait par le passé quand j'étais adolescent. Et sur la question de se souvenir des rêves, c'est vrai que c'est souvent ce qui est conseillé d'avoir un carnet à côté du lit, de pouvoir noter pour conserver des images en tête. Par contre, ça m'est aussi souvent arrivé. Bon, vous le savez déjà, j'écris des fictions. Ça m'est arrivé très souvent d'utiliser des rêves dans certains de mes écrits et d'en faire des éléments même sans trop de l'intrigue. Il y a une nouvelle que j'avais écrite il y a quelques années et les 4-5 premières pages de la nouvelle, c'est un cauchemar que j'avais fait et j'ai bâti l'intrigue sur la base de ce cauchemar après. Génial. Ton cerveau a travaillé pendant ton sommeil. Oui, c'est ça. C'est peut-être inconscient. C'est assez amusant. Et donc, Fred, tu voulais reprendre un peu sur ce que tu étais en train de nous dire sur les rêves ou... Alors, moi, j'ai fait quelques recherches pour savoir si, à quel moment on a commencé à s'intéresser aux rêves. Donc, je dis pas que ce que je vais dire, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé moi. C'est donc au 19e siècle que les spécialistes ont commencé à chercher et comprendre les mécanismes de la formation des rêves, leurs enjeux dans la qualité du sommeil et savoir s'il y avait une signification. Et donc, ce qui sort de tout ça, c'est que les rêves sont des phénomènes psychiques produits par le cerveau pendant le sommeil et ils se déclenchent durant le sommeil paradoxal uniquement. Cette phase se caractérise par une activité cérébrale intense. Donc la tienne, elle doit être très très intense à mon avis, Léo. Ça se peut. Ça se peut. Je pense qu'on n'a pas tous la même activité. Si j'ai bien compris, c'est qu'on n'a pas non plus la même activité cérébrale tous en dormant, hein. Donc il y en a certains qui rêvent énormément. D'où d'ailleurs, je fais une légère digression sur la série des Freddy, Nightmare on Elm Street, pour le dire en anglais, puisque absolument, hein, il faut y depuis aller. qu'il s'est mis à Duolingo, on ne l'arrête plus. On ne m'arrête plus. Il avait même suggéré qu'on enregistre l'épisode en anglais, mais Léonard et Elsa n'ont pas voulu. On a dû le dissuader. Ils n'ont pas voulu. Mais bon, en tout cas, dans le premier, il y a un moment où l'héroïne va dans la clinique. J'appelle la clinique du sommeil, mais c'est l'hôpital classique. Et effectivement, elle est branchée à un ECG et on voit très bien les courbes quand elle rêve de Freddy. Et sur ces études-là qui ont été faites avec ces ECG, les électroencéphalogrammes, c'est dur, hein, à cette heure-ci, c'est pas évident, je trouve. Et on voit très bien que la barrette s'en va et monte. Et là, c'est pareil. Tout le monde ne rêve pas de la même façon. D'ailleurs, ça rappelle ce qu'on disait dans notre épisode sur les expériences de mort imminente avec ces scientifiques qui faisaient un électroencéphalogramme à un monsieur au Canada qui était en train de décéder. Et on voyait l'activité cérébrale et il l'avait mise en parallèle avec justement l'activité au moment du sommeil et du rêve en particulier. Et du coup, on peut se poser la question. Tu disais qu'on n'avait pas tous la même intensité dans nos phases de sommeil. Est-ce que peut-être certaines personnes ont un sommeil paradoxal qui va être plus long que d'autres et qui pourrait expliquer que peut-être ils se rappellent davantage de leurs rêves parce que ça dure plus longtemps, sachant qu'un rêve, je crois que ça dure à peine quelques secondes en vérité. Oui, ça dure pas plus qu'une minute en tout cas. Et on a l'impression que ça dure toute la nuit. Mais c'est comme dans Inception, dans le film de Christopher Nolan, où il y a cette question de la dilution du temps et qui ne se déroule pas à la même vitesse selon les strates de rêve. J'avais beaucoup aimé. Est-ce que la toupie est tombée alors ou pas? Tout le monde a aimé ce film.
Ouais, je sais pas. Je suis pas certaine. Mais toi, tu t'es endormi avant la fin. Je me suis probablement endormie avant la fin. Parce qu'Elsa nous partageait le fait qu'elle avait du mal à terminer les films quand elle les regardait le soir et on lui disait comment t'as pu t'endormir devant Oppenheimer. C'est vrai. Et on sent une fixette anti-Christopher Nolan. C'est vrai. Alors, et on est très déçus, bien sûr. L'anti-américanisme, à l'heure actuelle, on peut le comprendre davantage avec la géopolitique, etc. Mais c'est quand même un réalisateur qui est à moitié anglais, donc on peut lui pardonner certaines choses. J'aurais pu faire un effort. C'est un très beau début de film. C'est un très beau début de film. C'est tout ce que je peux en dire. Et du coup, je t'ai un peu spoilé avec la toupie. C'est pas grave, c'est pas grave. Il va me falloir plusieurs soirées pour le voir en entier, donc du coup... Tu devrais te programmer une semaine complète. Peut-être. Elle aura peut-être oublié d'ici là. Mais toi, comme un rêve s'échappant de son esprit. Mais toi, la toupie est tombée ou pas alors? Je ne le dirai pas parce que justement, on ne peut pas spoiler. Ne spoilez pas. Bon, revenons un peu à nos rêves et à notre sommeil. Il y a nos moutons qui nous ont endormis. Oui. Est-ce que ça c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que vous comptez les moutons pour vous endormir? C'est une question qu'on aurait pu poser dès le début. Ouais. Est-ce que vous avez des techniques pour vous endormir? Pas les moutons, mais j'avais essayé de faire de la méditation. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que la méditation pour s'endormir assez rapidement. C'est vrai? Oui, je trouve que ça fonctionne assez bien. Pourtant, j'avais cru comprendre que ton autre technique préférée est commencer un film fonctionnait très bien. Alors voilà, j'ai 2 techniques. Il faut rien dire, les gens se souviennent de tout. C'est ça. Donc, ou une bonne journée. Voilà. Je m'en souviens pas forcément plus que les autres, mais par contre, je les remets plus facilement sur le tapis. C'est ça. Mais la méditation, tu la faisais via une application de téléphone? Non, alors j'ai fait un cycle de méditation avec une psychologue qui formait à la méditation, donc tout un cycle assez sérieux. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer dans ce cycle, puisque comme pour le cinéma, je m'endormais. Alors ça, c'est de la narcolepsie, cher auditeur. Alors si je suis en train de comprendre la réalité de ces séances de méditation, elle n'avait pas pour but de l'endormir en vérité. Non, absolument pas. Mais voilà, donc la méditation ou regarder un film après une bonne journée bien remplie, passer 10 heures, une couette, un canapé et normalement l'endormissement vient assez rapidement. Et est-ce que tu as besoin de conditions spéciales pour dormir? Je veux dire, est-ce que par exemple, tu as besoin que tout soit noir, une lampe de chevet peut-être, une veilleuse ou une température, il fait très chaud, très froid? Je sais pas. La difficulté, c'est que c'est plutôt l'inverse. En fait, je vais pas m'endormir dans une chambre noire, isolée, sans bruit. Mais alors, par contre, il suffit qu'il y ait un peu de lumière, du bruit autour de moi et du monde. Et là, ça va me rassurer, et ça va me permettre un endormissement assez rapide. C'est ça, le sommeil paradoxal. Donc, du coup, c'est très paradoxal, en tout cas, comme conversation, je trouve, par rapport au rêve au sommeil. Et toi, Fred, c'est quoi ta technique pour t'endormir? Alors moi, je m'endors très vite aussi, pas devant les films, mais je m'endors assez rapidement. Mais il me faut du noir. Je n'aime pas. Alors la sieste, je la fais, mais c'est parce que je me mets en mode sieste, donc du coup, je peux la faire une petite demi-heure, 40 minutes. Mais la nuit, il faut que je sois dans le noir. Il faut qu'il fasse pas trop chaud. Et par contre, voilà, après, si ces 2 critères sont réunis, je peux dormir, et je dors beaucoup en plus. Donc moi, je suis un bon dormeur, et je dors du moins, je dors sans rêve. Donc on rêve tous, à peu près tous. Normalement, on rêve tous. Mais moi, quand je me réveille, en général, je me souviens pas de mes rêves, donc je dis que je rêve pas beaucoup, mais je pense que je suis sûr que je rêve, mais que je me souviens pas. Tu t'en rappelles pas beaucoup. Ouais, je me souviens pas. Et puis je fais pas il se réveille, il se dit allez, je vais prendre ma tartine de beurre, c'est parti au boulot. Ouais. Moi, je suis pas, mais et quand je rêve, je fais plutôt des cauchemars parce que je pense que ça me permet un peu d'assimiler tout ce que j'ai vécu comme frustration dans la journée. Et voilà, c'est comme là, vous voyez, j'ai rêvé de mon petit chien, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Mais je pense que c'est parce que je commence à assimiler qu'il est plus là et que le travail de deuil se fait et du coup j'en rêve alors que j'en avais pas rêvé pendant un an, presque plus d'1 an. Donc il fallait le temps que oui, tu sois prêt. Exactement. Mais je pense que voilà, moi j'ai besoin du noir et d'une température pas trop chaude. Okay. Et du coup, tu réfléchis quand tu t'endors ou pas? Ah non, moi, le noir te permet de faire un blackout et c'est parti. Non, pose la tête sur l'oreiller, ça y est, c'est fini, il y a plus de créneau. C'est un peu ça. Okay. J'ai une capacité d'endormissement assez exceptionnelle. Je m'allonge et je dors. Je crois que je dois m'endormir en 30 secondes.
C'est assez impressionnant. C'est assez Ah, et impressionnant. je suis en plus, je suis un gros dormeur et je dors beaucoup. De dodo. Et je dors beaucoup. Si je peux dormir 10 heures, je dors 10 heures. S'il n'y avait pas le réveil, je me réveillerais. C'est pour ça qu'il a encore une peau de bébé. C'est ça. C'est ça. Si jeune. Et toi, Léo? Alors moi, pendant longtemps, il fallait que je dorme dans le noir complet, ce qui n'était pas le cas de mon épouse, à tel point que j'avais même acheté un masque de nuit, comme des personnes âgées, tu vois, comme ça. Comme elle aimait plutôt dormir avec de la lumière, et ben c'était un compromis, ça évitait qu'on fasse le noir complet, etc. Et au fur et à mesure des années, on a trouvé un compromis naturel, puisque maintenant j'arrive à dormir, même s'il y a un petit peu de lumière, qu'il n'y a pas le noir complet, je n'utilise plus du tout le masque de nuit. Et elle arrive beaucoup mieux à dormir avec une obscurité un peu plus relative et moins de luminosité. Donc chacun un pas. Ouais, chacun fait un pas en quelque sorte, on s'est retrouvés. Tout à fait. Mais ça s'est fait très naturellement, tu vois. C'est ça, les couples. C'est pour ça que ça dure un couple. C'est les compromis, même sur le sommeil. Et donc, après, j'ai pas de rituel pour m'endormir, si ce n'est que il faut que je sente que je suis fatigué. Si je me couche trop tôt et que je suis pas fatigué, eh ben, je vais avoir tendance déjà, je vais avoir de la musique dans la tête, parce que moi, j'écoute beaucoup de musique toute la journée. Donc, je vais avoir des musiques dans la tête, ou je vais réfléchir à un truc que je vais écrire ou quoi, donc ça va être compliqué. Si je suis bien fatigué, je peux m'endormir assez vite maintenant, quand même. Je crois que c'est assez juste ce que tu dis sur on a quelque chose dans la tête, et je crois que c'est pour ça que j'arrive bien à m'endormir devant un film ou dans un contexte où en fait l'esprit va être occupé par quelque chose, que ça soit de la méditation, un film ou bouquiner. Je m'endors beaucoup sur des livres. Et tu vas pas cogiter. J'ai démarré beaucoup de livres, et du coup tu cogites pas, c'est ça. Et du coup, c'est ça qui t'impose. Mais ce que tu dis sur les livres, par contre, c'est prouvé scientifiquement. Le fait de lire en étant au lit, ça a un véritable effet somnifère. Alors, il y a des gens chez qui c'est peut-être moins le cas, et qui peuvent lire des heures en étant au lit sans s'endormir, mais d'un point de vue global, il y a eu des études qui ont été menées et qui montrent que chez une majorité de gens, adultes du moins, ça c'est cet effet somnifère. Même si tu es pas dans un lit en condition de t'endormir, lire a cet effet somnifère. Par exemple, au travail sur un rapport à ce livre, est-ce que ça va avoir cet effet somnifère? Alors je crois que c'est plutôt quand c'est le soir. En phase d'endormissement. Que t'es en phase d'endormissement, ouais. Moi par contre, je prends ma douche le soir parce que sinon je ne m'endors pas très vite. Ça a un effet. C'est sale. Je me lave. Alors c'est sale, ça dépend de ce que tu fais de ta journée, mais c'est un effet. Non, j'ai pas dit c'est sale, j'ai dit c'est sale secret. Par contre, pardon. J'avais compris c'est sale aussi. Non, si, pardon. Pardon. Ça, se doucher, non, c'est une activité plutôt propre, c'est faire preuve d'hygiène. Mais ça permet aussi de laver tout ce que j'ai fait dans la journée. Peut-être m'enlever toutes les frustrations aussi. Il y a un côté rituel. C'est ça, il y a un côté rituel. Et je le fais, quelle que soit l'heure à laquelle je vais me coucher, je vais d'abord aller me doucher. Ou au moins, si j'ai rien fait d'extravagant et si j'ai vraiment la flemme, je fais comme les grands-pères et les grands-mères, je me passe un coup de gamme partout. Mais en tout cas, je vais avoir quelque chose avec l'eau. Comme ça, j'ai l'impression d'être propre, neuf et en partance vers Morphée. Enlever tout ce qui n'est pas de toi et que tu as attrapé dans la journée. Exactement. Ouais, donc, je comprends. Mais revenons à nos scientifiques. Donc, il y a 5 phases du sommeil. Il y a l'endormissement, ce dont on parlait, le sommeil lent et léger, le sommeil lent et profond, ça porte bien son nom. La 4e, c'est le sommeil lent le plus paradoxal, et le 5, c'est le sommeil paradoxal tout court. C'est donc dans cette 5e phase que les rêves les plus intenses émergent. Ce sont ceux dont on se rappelle le plus. Il y a des rêves aussi au cours du sommeil lent léger, mais qui sont beaucoup moins intenses. Donc c'est ceux qu'on se souvient le moins. C'est grâce à l'acétylcholine, une hormone magique que nous rêvons. Elle vient pendant le sommeil paradoxal. C'est un réactivateur, c'est-à-dire qu'elle stimule le cerveau jusqu'à la complètement ralenti par le GABA. Et vous allez me dire tous les deux, mais qu'est-ce que le GABA? Oui, c'est quoi le GABA? Eh ben, c'est la sérotonine qui nous prépare à la nuit. Et l'acide gamma-aminobutyrique, GABA, vient donc inonder le cerveau et ralentir le rythme des neurones qui, eux, nous excitent. Oui, il faut bien qu'il se repose un peu, ce pauvre cerveau. Et tout ça, ça rend tout est possible, du coup, dans les rêves. Et ça, c'est le top du top.
Il n'y a pas de conséquences directes sur la vie réelle dans nos rêves. Donc, et grâce à tout ce petit cheminement-là d'hormones, on fait des rêves super ou des fois des cauchemars, par contre. Et là, je vais te laisser continuer, Léonard. Et oui, ce qui est intéressant quand tu parles du fait qu'il n'y ait pas de conséquences dans les rêves et de la joie que ça peut apporter, cette satisfaction, c'est qu'on pourrait avoir envie d'avoir plus de contrôle sur nos rêves et de se dire, qu'est-ce qui se passerait si j'étais conscient et que j'étais capable d'agir réellement de façon raisonnée et de faire des choix dans mes rêves. Eh bien, c'est quelque chose qui existe, qui existerait du moins, on appelle ça des rêves lucides. Ce sont des rêves dans lesquels le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver. Il y a eu une étude en 2009 sur les rêves lucides, donc par Ursula Voss, Romain Holzman, Inka Twin et J. Alan Hobson, et dans lequel ils présentent la définition suivante du rêve lucide. Le rêve lucide est un état de dissociation présentant à la fois des aspects d'éveil et des aspects de rêve combinés. L'association de l'activité hallucinogène du rêve et de la conscience de soi de l'état éveillé s'accompagnerait de changements électrophysiologiques observables. Ça veut dire que non seulement ça existerait, mais on pourrait prouver que ça existe. Et ce préambule nous amène plusieurs constats. Le premier, les rêves continuent de fasciner les chercheurs. Comme tu le disais, on a commencé à les étudier au 19e siècle et au 21e siècle. On se rend compte qu'on est toujours en train de se poser des questions et d'essayer de découvrir de nouveaux aspects de nos rêves. Et le deuxième constat, c'est que même s'il est difficile et on peut même dire impossible d'observer les rêves, puisque a priori aucun chercheur n'a réussi à montrer ce qui se passait dans le rêve, il y a des outils d'observation qu'on peut qualifier de fiables qui permettraient de corroborer la réalité du rêve lucide en tant que concept. Mais concrètement, le rêve lucide alors, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est vraiment ça, c'est un rêve dans lequel on prend conscience qu'on est en train de rêver et souvent ça s'accompagne par la capacité d'agir dans le rêve qui va être plus ou moins élevée. Alors, j'en ai entendu parler pour la première fois, je crois, à l'époque justement de la sortie du film Inception, dont on parlait un petit peu plus tôt, quand il est sorti pas au cinéma, mais en Blu-ray. Et oui, j'avais eu l'édition collector Blu-ray, et il y avait un documentaire dedans, présenté par l'acteur Joseph Gordon-Levitt, qui joue dans le film, dans lequel ils abordaient cette histoire de rêve lucide, et ils expliquaient le concept, et ils interrogeaient des gens qui affirmaient avoir vécu des rêves lucides et qui détaillaient leur expérience en détail. Donc c'est quelque chose qui m'a plutôt fasciné et j'ai eu envie de tester, de voir ce que ça pouvait donner. Donc pendant plusieurs soirs, chaque fois que j'allais m'endormir, justement, dans la phase d'endormissement, je me disais, allez, tu vas savoir que tu rêves, tu vas rentrer dans le rêve et tu vas agir dessus. Et donc tous les soirs, j'essayais de me faire cette autosuggestion comme ça, de me convaincre pour réussir à prendre conscience que j'étais dans un rêve. Alors après, vous me croirez ou pas, mais alors je pense que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais j'ai le souvenir d'un rêve en particulier. J'étais dans un building, j'étais à un étage assez élevé, qui n'était pas le dernier étage, mais qui était quand même assez haut, je m'en rappelle très bien. C'était un univers, un paysage du moins... Pardon, le vertige. Alors je l'aime, mais pas dans le rêve. Pas dans le rêve. Et c'était un paysage un peu post-apocalyptique. Il y avait eu quelque chose comme un raz-de-marée ou quoi, puisqu'on voyait qu'au niveau du sol, l'eau était à un niveau très élevé. Et le building était un peu en décomposition, donc il n'y avait pas de vitres, on prenait le risque de tomber si on s'approchait trop. Et au moment où j'étais en train d'observer ce paysage inondé, je me rappelle encore aujourd'hui de la sensation, je me suis dit, tu es en train de rêver. Et j'ai commencé à essayer de provoquer des choses dans le rêve en disant allez, là ce serait sympa s'il pouvait y avoir une grande vague d'un coup qui émergeait de cette zone inondée. Et je revois comme une vague effectivement se lever. Et au fur et à mesure, j'essaie de tester des choses comme ça. Après, je me rappelle pas de l'ensemble du rêve, mais toute cette partie-là, je me rappelle encore très clairement de la sensation de se dire, mais là, t'es en train de rêver, c'est pas possible, ce paysage, c'est pas réel, etc. Et ensuite de m'être réveillé en me rappelant tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez fascinant. Après, comme je disais, hein, vous me croirez ou pas,
Pour ma part, on te laisse le bénéfice du doute, en tout cas. J'apprécie cette foi dans mon récit. Mais ouais, c'était intéressant à tester. Il faudrait peut-être que je reteste, mais je me rappelle que ça avait nécessité quand même pas mal de concentration sur plusieurs soirs d'affilée, et ça fatigue mine de rien de se plonger dans cet état, et tu te sens moins reposé quand tu te réveilles. Du moins, c'est le souvenir que j'en ai. Et oui, et donc voilà, je passais d'un bureau à l'autre, etc. On était encore dans quelque chose de l'ordre de l'action quand même, hein, de l'imaginaire, du fantastique, et de quelque chose qu'on aurait pu voir dans le film Inception justement, où l'eau avait un rôle assez central aussi. Est-ce que tu t'es interrogé pour savoir qu'est-ce que voulait dire l'eau à ce moment-là? Je pense que j'avais dû aller le voir à l'époque. Là, j'ai plus en tête, mais ça m'est arrivé assez régulièrement après des rêves d'aller voir la définition qu'on pouvait trouver de tel ou tel symbole. L'eau, là, comme ça, je l'ai pas en tête, mais je pense que c'est un symbole un peu féminin, un peu maternel. Un côté féminin qui ressortait. Ouais, peut-être. C'est pas impossible, ou qui me submergeait. Submergé. C'est possible. Mais oui, c'est vrai que ça donnerait presque envie de retenter l'expérience et de voir si ce serait possible d'arriver à nouveau à ce résultat avec le recul. Donc je sais pas, peut-être que je le referai, peut-être pas, je vous le dirai si jamais c'est le cas. Mais bon, pour changer, j'étais encore sur un toit, dans un immeuble, parce que ça c'est quelque chose qui souvent dans mes rêves, je suis sur des toits. Tu domines. Tu domines. C'est ça. Sentiment de dominer. Ça doit être mon côté narcissique, ou des velléités. Des velléités à dominer le monde. C'est dictatorial peut-être. C'est dans l'air du temps. Oui, c'est dans l'air du temps. Mais justement, est-ce que tu le fais en ce moment, ça? De rêver de toi? Ben non, de rêver que tu es sur le toit du monde. Non, mais c'est ce que je viens. Non, mais c'est ce que j'ai dit. De toi, je parle pas de toi, Fred. Je parle de toi, de toi, T-O-I-T. Alors, pas forcément dernièrement. En revanche, puisque vous posez la question, est-ce que tu t'étais renseigné sur le symbole de l'eau? J'étais allé voir la signification auprès de différentes sources de ce que ça pouvait vouloir dire de rêver d'un toit. Et dans un premier temps, les 4 sources consultées s'accordent sur le fait que le toit représente la stabilité, la sécurité. Maintenant, qu'en est-il du toit comme sur le... par hasard. Ouais, mais donc on n'est pas dans un truc de on n'est pas un dictateur. Truc narcissique non plus. Ouais, ben on dirait que non. Pourtant, ça prenait bien ça prenait bien le chemin là. Hein. Comme quoi, il faut pas toujours s'arrêter à la première impression qu'on peut avoir. Exactement. Mais il y a rêvé d'un toit et il y a rêvé de grimper sur un toit. Ah. Et peut-être qu'il y a une nuance entre les deux. Donc j'étais aussi allé voir ça. Et donc le fait de grimper à un toit ou de sauter de toit en toit, ce serait quelque chose de l'ordre du désir de voir ses horizons s'élargir, de prendre des risques et de sortir de sa zone de confort. Donc ça, en gros, c'est un peu la pré-crise de la quarantaine qui parle, quoi. On peut le voir comme ça. Il manque plus que tu fasses un saut en parachute. Ouais, peut-être que ça viendra, hein. On va savoir. Mais cette idée d'élargir ses horizons, etc., ouais, ça paraît pas trop étonnant finalement, parce que j'aime bien voyager, j'aime bien c'est dans ta personnalité, des cultures un peu différentes, donc ça pas spécialement étonnant au final. Mais assez parlé de moi. Parlons plutôt du yoga du rêve, une pratique bouddhiste qui remonterait à près de 1000 ans avant Jésus-Christ. Tu connais le yoga du rêve, Fred? Et toi qui as fait de la méditation, est-ce que tu connais le yoga du rêve? Absolument pas. Absolument pas. J'ai cru qu'elle allait nous dire, mais bien sûr, et je vais vous en parler. Je le pratique depuis des années. Et non, je me suis peut-être endormie au début du cours, mais du coup, j'en ai aucun souvenir. J'en suis désolée. Eh ben, ce yoga du rêve, c'est peut-être vieux, et les recherches sur les rêves, ça daterait du 19e siècle, mais en vérité, il faudra quand même attendre les années 70 avant que la communauté scientifique commence à envisager la possibilité d'une sorte de conscience durant les rêves. Alors, en 1975, on a Keith Earne, et en 1978, on a Stephen Laberge, qui ont tous les deux développé l'idée de rêve lucide. Partant du postulat que dans la mesure où on pouvait déterminer le moment où un sujet rentre en phase de sommeil paradoxal en observant le mouvement des yeux, la mise en place d'un signal précis permettrait de prouver qu'un sujet est en phase de rêve lucide. Oui, parce que quand on est dans un rêve lucide, effectivement, il y a des mouvements oculaires rapides de droite à gauche. Dans le rêve paradoxal, pardon.
Oui, c'est un des éléments qui permet de repérer que c'est cette phase du rêve. Tout à fait. Donc Laberge en particulier s'est intéressé à ce sujet parce qu'il estimait qu'un tiers de notre vie est gâché à dormir. Alors le gros mec, en gros, il te dit « Ah, attends, tu dors 8 heures sur 24. » Moi, j'adore dormir. Fredo, il dort 10 heures sur 24. De la société. Il reste plus que 14 heures pour faire des vrais trucs. Et la force vive du travail et tout. Il faut bien financer les retraites quand même. Pour les présenter à Emmanuel. Un projet de réforme. Projet de réforme, nouvelle retraite. Vous ne dormez que 2 heures par jour et vous allez bosser 18 heures. D'ailleurs, 4 heures après, vous les laissez. J'ai lu un article par accident, même pas en travaillant sur cet épisode, il y a 2 semaines environ, dans lequel ça devait être un Américain encore. Alors, au départ, je suis pas anti-américain, mais je vous avoue qu'avec l'actualité, je le deviens un peu, donc voilà. Pas de politique autour du micro. Eh si, quand même. Non. Nous sommes un podcast engagé, nous n'avons pas peur de donner nos opinions. Dans 3 ans, on dira autre chose, donc ça va bien changer dans 3 ans. Souhaitons-le. Toujours est-il que c'était un patron américain qui suggérait que grâce à l'intelligence artificielle, il serait possible de faire travailler les employés la nuit pendant leur sommeil. Ah, ben ça, c'est cool, ça. Oui, c'est formidable. C'est formidable. On ne peut que se féliciter. On est sur l'intensité du travail et de la productivité à 100%, même 4 tonnes d'or. Donc, on sera mieux payé. Tout à fait. Alors ça, j'en suis pas si sûr. Et pour en revenir à Laberge qui trouvait qu'on perdait notre temps à endormir, voilà, donc c'est ce qui l'a amené à s'interroger sur les rêves lucides. Et lui, pour le coup, il était déjà un peu dans cette optique de il faut optimiser le temps de sommeil et peut-être en profiter pour apprendre des choses pendant qu'on dort ou peut-être pouvoir travailler, etc. Et donc pour corroborer l'hypothèse de Laberge et de Hirn, l'étude de 2009 dont je parlais en préambule et qui s'appuie sur le fait que les participants utilisent l'autosuggestion avant de s'endormir. Elle nous dit que donc ils sont allés chercher des participants qui étaient déjà entraînés à la pratique du rêve lucide et ils leur ont transmis un code basé sur les mouvements de paupières pour leur permettre de communiquer avec les scientifiques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le cycle de sommeil durant lequel on rêve ne constituerait que 20 à 25% de notre nuit, pour donner des données un petit peu chiffrées. Donc, comme on l'a dit, ça fait partie des 5 phases de sommeil, c'est la dernière. Le mouvement des yeux est plus rapide, l'activité cérébrale est intense et les muscles sont profondément relâchés en revanche. Le sommeil paradoxal aiderait à réguler nos émotions, en faisant le tri dans notre cerveau et dans tout ce qu'on a pu voir et avoir dans la tête pendant la journée. Notre cervelle fait des associations d'idées qui peuvent être farfelues et qui aboutissent à la création de rêves. Les rêves lucides émergeraient donc durant la phase de sommeil paradoxal au milieu d'un rêve non lucide. Les tests ont eu lieu à la clinique d'études du sommeil, à l'université de Francfort, auprès d'un échantillon de 6 personnes. Ils furent d'abord une vingtaine à être entraînés pendant 4 mois. Les 6 finalistes, c'était un peu comme la nouvelle star. Ils sont arrivés et tout, les juges disaient alors toi et tout, est-ce que tu te rappelles de tes rêves? Non, je suis pas convaincu, tu t'en vas. Toi, je te garde, je te veux dans mon équipe. Donc, ils se retrouvent à 6, et ceux qui ont été gardés, c'est ceux qui faisaient au moins 3 rêves lucides par semaine. Les participants ont été défrayés à hauteur de 50 € par nuit. C'est pas tant que ça, finalement. C'est pas terrible, hein. Non. Ça va, 50 € s'il y a 10 heures de sommeil, ça fait 5 € de l'heure, c'est quand même pas... Ouais, mais ça va, c'est 50 € pour rien faire, quoi. Ouais, quand même, tu viens de régler ton sommeil paradoxal. C'est quand même un peu gênant quand on dit que... Non, je suis pas d'accord. Non, mais tu fais rien. Non, mais tu fais avancer la science. Oui, certes, mais physiquement, tu t'allonges et tu dors, quoi. Mais ça peut être un impact. Si on vient de dire que le sommeil paradoxal était là pour réguler tes émotions, on va venir le perturber. On te demande d'être lucide dans cette phase où tu es censé te reposer, où ton cerveau est censé se mettre en veille. Oui, c'est des cobayes. Et d'autre part... Donc ils sont au courant qu'ils vont être fatigués le lendemain matin. Mais justement, tu as ça coûte pas d'effort et tout. Comme je disais, quand j'ai essayé moi-même de rentrer dans du rêve lucide, ça m'a plus fatigué parce que ça demandait des efforts supplémentaires. Donc non, ils n'ont pas rien fait quand même. Toujours est-il qu'on les invitait à se présenter 2 heures avant le moment de leur coucher habituel. Les tests se sont déroulés sur une période de 4 nuits, du vendredi au lundi. 200 €.
De 100 euros. 4 nuits. Pour un gros week-end. Attends, ils pourront aller se payer un petit BNB de l'autre côté en Floride. Donc ça pour va. acheter des billets d'avion pour Ou aller en acheter- Italie. Ou acheter de la cocaïne. Peut-être. On va savoir. Récupérer ses nuits de Récupérer les sommeil. nuits de sommeil. Après, il n'y avait pas encore eu de l'inflation en plus à l'époque. Ouais, donc, au donc, final. Et alors ensuite, on leur plaçait des électrodes pour tester leur activité cérébrale. Chacun des 6 sujets a démontré des réactions importantes aux stimuli extérieurs comme la lumière ou les sons. Mais seuls 3 d'entre eux sont entrés en phase de rêve lucide durant les tests, 2 femmes et un homme, afin de communiquer durant leur état de lucidité. Les sujets devaient effectuer des mouvements des yeux selon un schéma défini, faire une pause et reproduire la même succession de mouvements des yeux. Une fois réveillés, ils devaient faire le récit de leur état de lucidité. Les électroencéphalogrammes ont permis de déterminer que les étudiants étaient bien en phase de sommeil. Et donc, ils n'étaient pas en train de faire semblant de dormir, pour le coup. Plus récemment, le 24 septembre 2024, donc vraiment plus récemment, L'année dernière. une étude menée en Californie, parce que quand même, ils font aussi des choses bien en Amérique, je veux nuancer mes propos d'un peu plus tôt. Mais c'est la Californie, Oui, c'est vrai. c'est pas les États-Unis. A produit des résultats surprenants. Elle a en outre été reproduite le 8 octobre. Cette étude, menée par REM Space, était développée depuis déjà 5 ans. REM Space, c'est une entreprise, un labo? Oui, mais REM, tu sais, c'est comme ça, c'est le terme qu'ils emploient en anglais, j'ai plus le terme exact, mais pour définir justement le mouvement des yeux pendant le sommeil D'accord. paradoxal. Donc les participants étaient étudiés directement à leur domicile, via un équipement qui permettait d'enregistrer leurs réactions à distance. Toujours pour 50 €? Alors là, c'est pas précisé. Il a d'abord fallu programmer des Il y a détecteurs. pas de frais d'essence. C'est vrai. C'est vrai. Pardon. Donc il a fallu programmer des détecteurs permettant de déterminer quand les rêveurs rentraient en phase de rêve lucide. Dans un second temps, les chercheurs ont établi que les mouvements du visage pour prononcer un mot donné étaient les mêmes durant l'éveil et durant les rêves, même s'ils sont moins visibles à ce moment-là. À partir de ce constat, ils ont développé un format de langage simplifié, le Remio. Une fois un des rêveurs en phase de lucidité, les chercheurs lui ont envoyé une phrase en langage Remio via des écouteurs. Il devait alors la répéter à l'intention des autres rêveurs. Le message était stocké dans les serveurs, puis transmis aux autres rêveurs. Bah, que tu nous fasses C'est chier compliqué, pas, là, oui. parce que là, franchement, là, ça C'est devient pas- en ultra gros, compliqué. ils ont- On dirait ils ont- qu'ils rêvent tous regarde, ensemble. Ils ont des C'est ça. écouteurs, ils dorment, ils sont chacun chez eux. Ouais, Ils ont Ça, des c'est écouteurs. d'accord, ça, on a compris. Jusqu'à là, ça va. Ils ont des écouteurs. Les scientifiques disent à un premier rêveur dans les écouteurs Ils jouent au téléphone. en fait. blablabli bloblu. Ensuite, lui, il doit répéter, alors je pense qu'il y a un système de micro ou quoi, Ah. il doit répéter à voix haute Pour le deuxième rêveur. le C'est ça. Remio, Oui, c'est là ou que le par un le- mouvement de c'est un peu le peut-être téléphone arabe. ou peut-être par un mouvement des Sans yeux. être. Ça, c'était pas précisé, mais ils ont une façon qui permet aux rêveurs Mhm. de communiquer avec les scientifiques ou d'enregistrer du moins dans les serveurs le message. Et ensuite, ils vont récupérer ce message et le retransmettre à un autre rêveur pour voir si lui est capable de redire la même chose que le premier rêveur. Donc, par l'intermédiaire de cette machine et des serveurs, ils font passer le message d'un rêveur à l'autre. Donc, on a 2 personnes qui dorment, qui sont en phase de rêve lucide et qui se communiquent un message via l'intervention intermédiaire d'une machine. Et est-ce qu'à leur réveil, elles ont conscience du message qu'elles ont transmis ou pas? Eh ben, ce qui est dit, c'est que 3 d'entre eux, à leur réveil, ont été en mesure de répéter sans se tromper la phrase, ce qui implique que plusieurs personnes ont pu communiquer entre elles en phase de rêve lucide, sachant que ces personnes ne se trouvaient pas au même endroit du tout, et qu'elles étaient en train de dormir. Non, mais elles étaient reliées. Elles n'étaient pas reliées directement. Non, mais pas. Ça Mais en passait tout cas, par elles un étaient reliées serveur. par. Oui. Oui, Il n'y a oui, pas oui, de mais il n'y a pas de- transmission il n'y a pas de télépathique. transmission télépathique, ça c'est Non, sûr. non, c'est pas de la Mais elles étaient télépathie. quand même reliées mais informatiquement. on Ça va dire. permet de montrer que ces personnes qui étaient bien en phase de sommeil, puisqu'il y avait des électroencéphalogrammes qui le prouvaient, ont été en mesure de communiquer, de réceptionner et de communiquer un message et de s'en souvenir à leur réveil. Ce qui donne quand même beaucoup de crédit au concept de rêve lucide et à sa réalité. Oui, il l'avait fait déjà en 2021, mais sous une forme un peu moins Élaboré. élaborée. Oui, ils avaient fait
avec une question et les mouvements oculaires, et un sourire pour oui, un froncement de sourcils pour non, étaient les réponses à la question « Aimez-vous le chocolat ?» Et un sourire a prouvé que le dialogue était donc possible. Il n'y a pas eu 100% de réponses en 2021, mais il n'y en a eu que 18% de réponses. Mais c'est quand même assez significatif. C'est déjà pas mal. Donc ça veut dire que, et je pense qu'ils sont allés un peu plus loin parce que c'est les mêmes personnes que moi j'avais trouvées, mais en 2021. Du coup, ils sont allés un peu plus loin quand même en 2024. Et parce que, avec cette avancée dans le dialogue, on voyait que le rêveur, il pouvait explorer, il pouvait communiquer avec soit des mouvements oculaires ou soit d'un froncement de sourcils ou un sourire. Donc il y avait les chercheurs, ils se sont dit, là il y a la possibilité d'explorer le mystère du rêve. Donc je pense qu'ils sont allés un peu plus loin en 2024. C'est intéressant. Je pense qu'ils vont pouvoir aller encore plus loin maintenant qu'ils ont pu élaborer ces stratégies-là et ces outils-là. Et avant de te laisser continuer, Fred, il faut juste que je précise que sur cette dernière expérience qui date de 2024, c'est ma collègue Mélina qui a attiré mon attention sur un article et que j'ai pu réexploiter dans le podcast. Et donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Si elle ne m'en avait pas parlé, je n'aurais peut-être pas eu cet exemple. Donc, merci à elle. Moi, j'aurais eu l'exemple de 2021, mais moins élaboré. Et je trouve que c'est vachement intéressant qu'on ait les deux expériences dans deux temporalités. Et en plus, la tienne est plus récente, donc ça veut dire qu'ils sont allés encore plus loin, et je trouve ça vachement intéressant. Il y a une continuité dans cet intérêt de la recherche sur les rêves, et on sent quand même une volonté utilitaire. C'est d'en faire quelque chose de ces rêves et d'exploiter ce temps à des fins peut-être productives sur le long terme. Alors pour ma part, je vais remonter un peu le temps. Donc, les rêves sont les reflets de nos conflits intérieurs, nos peurs, nos angoisses, ainsi que nos désirs. Les rêves, donc, révèlent des choses sur soi, des vérités cachées qui peuvent aider à prendre des décisions. Un peu ce que moi j'ai fait un peu plus dans ma vie perso. Ils sont bons et nécessaires pour la santé. Sigmund Freud affirmait dès 1895 que les rêves sont des réalisations de désirs inconscients. Il mettrait aussi l'accent sur le processus primaire en jeu dans ses réalisations oniriques de désir. Il amorçait le rapprochement entre le rêve nocturne et le rêve éveillé ou fantasme. Dans son fameux bouquin « L'interprétation des rêves », notre très cher ami Sigmund soutient que les rêves... je suis très familier avec lui, mais on s'entend bien, lui et moi. Notre très cher donc ami Sigmund soutient que les rêves sont des actes psychiques et qu'ils ne sont au fond qu'une forme particulière de pensée que permettent les conditions propres à l'état de sommeil. Il indique en s'appuyant sur l'analyse de personnes névrosées, que les activités de pensée les plus compliquées peuvent se faire sans que la conscience intervienne. C'est-à-dire qu'on est un peu dissocié de notre propre conscience. Il affirme que le rêve est une preuve de l'existence d'actes psychiques inconscients. Il démontre aussi qu'il a une signification et peut être donc interprété, d'où le nom. L'interprétation du rêve de son bouquin, et peut être interprétée donc par une méthode scientifique, celle de la psychanalyse, puisque on lui attribue le titre de père de la psychanalyse à ce cher Sigmund Freud. Il étudie son premier rêve et toujours en s'appuyant sur la psychanalyse des personnes névrosées, Freud pense que le désir représenté dans le rêve est nécessairement infantile. Tout est lié à l'enfance, si je le résume. C'est un fragment de vie psychique infantile qui a été supplanté. Les désirs présents dans nos rêves sont donc des survivances et insistent pour être reconnus. Ces désirs sont immortels, indestructibles. Ils appartiennent au système inconscient. Pour interpréter vos rêves, ou les rêves des autres, parce que je ne sais pas si vous êtes un jour mis au service de vos amis en disant non, bon, on l'a tous fait. On l'a tous fait en soirée, un moment, on a tous été sur nos portables. Et si ça vous tente, bien sûr, les noter au réveil, car on les oublie rapidement. C'est aussi un art, une technique appelée onirocritique ou onirocritie. C'est un ensemble des pratiques, des rituels, de la symbolique qui donnent un sens donc au rêve. Il existe des thématiques communes entre les individus, et même entre les cultures et les époques. Donc ça veut dire, alors moi je le traduis comme ça et je sais pas si je le traduis bien. J'ai l'impression quand même qu'on a un inconscient collectif en fait et qu'on a beaucoup de rêves. Les plus communs il y a 10 rêves qui sont communs en fait. Perdre ses dents,
qui voudrait dire une perte de moyens, car les dents symbolisent la confiance en soi. Voilà, je ne savais pas. Être nu en public, ça on l'a tous fait à un moment, c'est un sentiment de vulnérabilité. Peut-être ça se rapproche du rêve que tu as fait à un moment donné dans ta... ça se rapproche un peu. Être pourchassé, Léonard, ça c'est pour toi, que ça soit par un animal et pour moi aussi, ou par un tueur, représente l'anxiété. Voler dans les airs, qui n'a pas rêvé de voler tout le monde a rêvé une fois dans sa vie de voler. Dans les airs, parce qu'on aurait pu penser que c'était un souhait de devenir kleptomane. Exactement. Le rêveur est donc libéré d'une situation qui lui pesait. Mourir, on a tous rêvé qu'on mourrait, ou que quelqu'un mourrait dans ses rêves, et du coup on lui rajoute 10 ans, soi-disant, de vie. Donc il y en a qui vont mourir centenaires, je pense. C'est la fin d'une épreuve et c'est un nouveau départ, tomber dans le vide. Oui, ça. Et ça, on peut se réveiller même, après avoir une sensation de tomber dans le vide quand on dort. Et des fois, t'es vraiment tombé, d'ailleurs. Oui, aussi. Oui, des fois, t'es tombé de ton lit. Réellement tombé. C'est vrai. Moi, quand j'étais petit, je tombais souvent de mon lit. Oui, ça arrive. Et pour Lowenberg et Russell, ce rêve serait commun chez les personnes se sentant dépassées par des soucis professionnels. Se faire tromper par son partenaire. Ça, c'est pas gentil, ça. Faut pas tromper. Faut quitter au lieu de tromper. Ce serait le rêve le plus commun. C'est une peur inconsciente que vous avez en lien avec votre relation amoureuse, la trahison. Ouais. C'est pas vraiment inconscient, du coup. Ouais. On avait assez bien compris la signification quand même du rêve. Tromper son partenaire, c'est que vous vous sentez délaissé. Ah bon. Le 9e. Ça, c'est l'excuse que donnent ceux qui trompent. Mais c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est pas sympa. Le 9e, être en retard. Selon l'experte Nicole Gratton, ça signifie 2 choses. Quelque chose dans votre vie qui nécessite votre attention ou que votre vie est tellement réglée que vous oubliez vos obligations. Ou alors vous êtes enceinte. Non, c'est pas ce retard-là, Léonard. Et le dernier, c'est se noyer. Vous vous sentez submergé par une situation ou des contraintes ou des problèmes. Donc voilà. Ce que je peux vous dire sur les rêves communs à toutes les cultures et tous les êtres humains. On les a tous fait à peu près. Moi, je les ai tous faits. C'est quand j'ai commencé à rechercher, je me suis dit, tiens, je cochais. Le premier, je l'ai fait déjà, oui, plusieurs fois. Nu en public, peut-être moins. Mais tout pyjama, le reste. Peut-être pas nu en public, mais tu as parti en pyjama à l'école, par exemple. Ah, peut-être. Ça, je pense qu'il est souvent fait aussi. Après, selon moi, Freud, il est moins quand même dans l'idée d'un inconscient collectif à proprement parler. Non, je crois pas. C'est plus Jung qui a élaboré cette hypothèse. Et je pense que Freud, il l'aborde différemment, même quand il en parle là où tu l'évoques. C'est plus le fait que comme on traverse des mouvements dans la vie similaires les uns avec les autres, le passage de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, commencer à aller travailler, etc. C'est des expériences qui sont communes, qui fait que individuellement on va retrouver des symboles communs, ce qui ressemble assez à l'idée d'un inconscient collectif, sauf que dans l'inconscient collectif, c'est pas forcément tes expériences de vie qui vont t'amener à traverser et à retrouver ces symboles, c'est que comme ils existent dans ce grand inconscient commun, et ça s'impose un peu à toi, indépendamment de ce que tu as pu vivre, même à la limite, enfin en simplifiant très très grossièrement. Et en espérant ne pas me tromper dans la façon dont je représente, bien sûr. Je crois qu'on va s'arrêter maintenant quand même pour cette première partie de cet épisode sur les rêves. Merci Elsa de ta participation. Oui, merci Elsa. Merci à vous. Merci à nos auditeurs de s'être attablés avec nous à notre buffet froid. N'oubliez pas de passer des soirées effroyables. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Même heure, même endroit.